Cultination, bonjour. Parmi les hommes qui ont marqué l'histoire par leur talent et les nombreuses inventions qui ont révolutionné le monde, on retrouve légitimement Léonard de Vinci, ce noble peintre qui a écrit l'histoire dans tous les domaines possibles. On parle bien évidemment de la peinture, de la science, de la technologie et bien d'autres domaines comme les mathématiques. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à ce personnage qui s'est illustré par sa peinture de la Joconde. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Nous vous invitons également à visiter notre chaîne secondaire Agora. Vous y découvrirez plein de contenus sur l'espace, l'ufologie, les avancées technologiques, l'archéologie, les découvertes. En description, vous pouvez consulter les liens qu'on a exploités pour faire cette vidéo. Sans trop tarder, allons découvrir ce génie générationnel. Qui est Léonard de Vinci? Leonardo di Ser Piero, alias Leonardo da Vinci, Léonard de Vinci pour les francophones, est né le 15 avril 1452 à Vinci, une petite ville de Toscane près de Florence. Il est né d'un père notaire, Ser Piero, et d'une paysanne. À l'époque, cette union avait tout d'un amour illégitime. Avec une éducation scolaire bien diversifiée, il commence plus tard ses premiers pas en tant que personne indépendante dans la peinture qu'on lui connaît aujourd'hui. Son parcours en tant que peintre démarre dans un atelier florentin de grande renommée, celui de Verrocchio. À ses 26 ans, Léonard quitte son maître et a déjà acquis une belle réputation d'artiste peintre. Adepte de l'art nouveau, du clair-obscur, il perfectionne sa technique du sfumato, c'est-à-dire embrumé, qui adoucit les contrastes et améliore le réalisme des paysages ou des portraits. Plus tard, en 1481 plus exactement, l'artiste va s'installer à Milan et se met au service du duc Ludovic Sforza. À ce moment, ses activités se multiplient. Il est peintre comme à ses débuts, mais aussi sculpteur, ordonnateur des spectacles et ingénieur. Il travaille sur différents projets techniques, du métier à tisser à l'amélioration des horloges et s'intéresse aux mathématiques. On le retrouve également en tant qu'ingénieur dans une étude sur l'irrigation des cultures par les fleuves et les canaux. Urbaniste avant l'heure, il réfléchit sur une cité idéale. Malheureusement, après l'invasion de la Toscane par les Français avec qui il collabore provisoirement et le retour de Ludovic Sforza, il s'enfuit pour Venise. Là-bas, il commence à travailler comme ingénieur au service du pouvoir, dans le but de mettre au point une défense de la ville contre les envahisseurs potentiels. C'est là qu'il conçoit un scaphandre à casque pour évoluer sous les eaux, mais qui ne sera jamais testé. En 1500, il fait son retour à Florence et participe à des travaux d'hydraulique. Mais la peinture restera toujours au centre de sa vie et de ses œuvres. En 1503, il commence le portrait de Mona Lisa, qui sera plus tard la Joconde, le tableau qui ne le quittera jamais. Parallèlement, le peintre se lance dans la réalisation d'une gigantesque fresque murale nommée la bataille d'Anghiari au Palazzo Vecchio, en face de celle commandée à Michel-Ange. L'œuvre reste inachevée. On suppose que cela est dû au procédé de séchage un peu trop innovant qui aurait dégradé la peinture. La fresque sera recouverte par une autre et se trouve peut-être encore aujourd'hui derrière un mur, actuellement recouvert par une autre fresque de Giorgio Vasari. Da Vinci et les sciences. À cette époque, Léonard est féru de science. Il étudie les mathématiques, l'anatomie animale et humaine, ainsi que le vol des oiseaux. Ses études en mathématiques vont beaucoup lui servir, car il met son savoir au service du dessin et de la peinture spécifiquement en utilisant la suite de Fibonacci pour ses croquis. Il continuera dans cette voie après un séjour à Milan, dans une région de nouveau envahie par les Français et passée sous le gouvernement de Charles d'Amboise. Entre 1508 et 1510, il réalise plusieurs études qui seront réunies dans un document unique appelé le Codex Leicester. Cet ouvrage de 72 pages donne une solution à la présence de fossiles de coquillages à haute altitude en montagne, étudie le mouvement de l'eau des rivières et l'érosion qui en résulte et s'intéresse à la lumière émise par la Lune qui serait due à la réflexion de la lumière solaire par un océan recouvrant notre satellite. Dans toutes ses études, Léonard de Vinci suit une méthode rationnelle, rigoureuse, basée sur l'observation. Infatigable et électique, il dessine à peu près tout ce qu'il rencontre, humains, animaux, plantes, mécanismes, etc. Il a le rare privilège d'avoir accès à des cadavres humains dont il étudie minutieusement l'anatomie interne. En géométrie, il explore des formes nouvelles. Son dessin du rhombicuboctaèdre est devenu célèbre. Ses dernières années en Italie se passent à Rome, au service des Médicis, qui dirigent quasiment le pays et protègent Leonardo depuis bien longtemps.
La chose la plus difficile et la plus rude est la concurrence de Raphaël et de Michel-Ange qui sont également des figures montantes de la peinture et de la sculpture. En 1515, c'est la bataille de Marignan qui donne le pays milanais à François Ier et envoie Léonard da Vinci en France. L'année suivante, l'artiste s'installe au Clos Lucé, dans un manoir situé à quelques centaines de mètres du château d'Amboise. Il suscite l'admiration du roi qui lui achète la Joconde et la laisse libre de faire ce qu'il veut. Mais Léonard tombe malade et meurt en 1519. Avant de mourir, Léonard de Vinci eut des mots de regret et les exprime en ces termes. « J'ai offensé Dieu et l'humanité, parce que mon travail n'a pas atteint une qualité acceptable. » Ces propos sont bien justifiables, en raison de ses nombreuses inventions n'ayant pas abouti. Aussi, les dizaines de milliers de documents, notes, manuscrits, études, dessins sont assez rapidement disséminés et ne seront récupérés qu'en partie au fil des siècles. L'héritage scientifique de Léonard de Vinci. Derrière lui, Leonardo a laissé un héritage scientifique remarquable. Ses inventions, qu'elles soient véritablement nouvelles comme les engins volants ou inspirées de travaux antérieurs comme nombre de ses machines hydrauliques, reposent néanmoins sur des concepts novateurs pour l'époque. Son hélicoptère ne pouvait pas voler, son scaphandre aurait noyé son utilisateur, son parachute était trop lourd, son char d'assaut restait mal pratique. Le jugement est nécessairement injuste s'il ne prend pas en compte le contexte. À l'orée du XVIe siècle, la seule force motrice connue était la puissance animale ou humaine et la science était confuse. Son hélicoptère ou vis aérienne ne peut pas voler, même avec un moteur, car il manque une hélice contrarotative pour éviter de faire tourner aussi la cabine et son passager. Mais cette ébauche exploite une idée neuve. L'air est épais et on peut y prendre appui. Son parachute est trop lourd car la technologie de l'époque n'avait pas encore inventé les nouveaux matériaux. Le 26 avril 2008, Olivier Vietti Tepa a sauté depuis 650 mètres d'altitude au-dessus de l'aéroport de Payerne en Suisse avec un engin calqué sur celui de Léonard, mais constitué d'une toile moderne. Les inventions de Leonardo sont restées pour la plupart sans lendemain, excepté celles du domaine de l'hydraulique car elles étaient sans doute très avancées sur leur époque, mais surtout parce qu'elles sont restées longtemps dans l'ombre. Cela se justifie par le fait que de son vivant, Léonard de Vinci a explicitement émis un doute sur l'usage qu'en feraient ses contemporains. Le natif de Vinci considérait la guerre comme une folie sauvage, même s'il a étudié de nombreux engins militaires, l'artiste. Avant de trépasser, il lègue l'ensemble de ses manuscrits à Francesco Melzi, qui fut son élève et était resté son ami fidèle. Malheureusement, pendant les 4 siècles qui ont suivi, ces dizaines de milliers de documents ont complètement disparu. Leonardo a probablement marqué la génération qui a suivi sur le plan scientifique avec ses nombreux apports et inventions. C'est à cette période que l'on assiste à la naissance d'une véritable méthode scientifique, allant de l'observation à la théorie, en passant par l'hypothèse et l'expérience. Galilée, qui naît 45 ans après la mort de Léonard, en sera un des grands fleurons suivants. La Joconde. La Joconde est l'une des œuvres les plus connues de Leonardo. Lorsqu'on regarde les yeux de la Joconde, il est possible d'avoir l'impression que celle-ci vous suit. Cet effet Mona Lisa existe bien évidemment, mais ne se trouve pas dans l'œuvre qui lui a pourtant donné son nom. Une étude publiée le 7 janvier 2019 au sein de la revue e-Perception, menée par les psychologues Sebastian Lott et Gernot Horstmann de l'université de Bielefeld en Allemagne, montre que le regard de la Joconde ne vous suit pas en réalité. Les yeux de la Joconde ne vous suivent pas. On parle d'effet Mona Lisa pour désigner un portrait, une peinture ou une photographie qui donne la sensation que les yeux de la personne représentée sont rivés sur l'observateur. Bien évidemment, cet effet fonctionne indépendamment de sa position, de sa distance et de son angle par rapport à l'image. Ils écrivent également que les travaux montrent souvent que Mona Lisa regarde le spectateur sans présenter de preuves. Sebastian Lott et Gernot Horstmann affirment aussi que c'est sans doute le désir du spectateur d'être observé qui a créé la croyance selon laquelle la Joconde présente cette particularité. Une hypothèse explique comment notre cerveau prolonge le regard de Mona Lisa. Les psychologues ont étudié la ligne du regard de Mona Lisa pour comprendre la façon dont notre cerveau prolonge le regard de la dame peinte. Leur analyse permet de savoir que la Joconde ne fixe pas celui qui la regarde. Pour prouver cette hypothèse, il a été réalisé une expérience. En effet, la peinture a été présentée à 24 personnes sur un écran d'ordinateur à environ 66 mètres de distance de leurs yeux. Mais au lieu de demander aux individus s'ils sentaient le regard de Mona Lisa les suivre, les analystes ont plutôt placé entre eux et l'écran une règle. Ainsi, les observateurs devaient dire quand ils avaient l'impression que le regard de Mona Lisa s'alignait avec cette règle. Conséquence, le regard de Mona Lisa n'est pas systématiquement dirigé vers le participant.
Les yeux de la Joconde sont orientés vers sa gauche, car la ligne de regard forme un angle de 15,4 degrés à droite du spectateur. Mais il a été retenu par les analystes que l'effet Mona Lisa existe vraiment. Seulement, il ne se produit pas avec Mona Lisa elle-même. Quelques inventions. De son vivant, Leonardo a non seulement marqué le monde par sa peinture, mais également par ses nombreuses inventions que nous énumérerons. En effet, il a inventé le marteau mécanique, le scaphandre, le bateau à hob, les barrières de protection mobile, la pompe hydraulique, la machine à tailler les vis en bois, les ayettes pour les obus de mortier, le canon à vapeur, le sous-marin, le char d'assaut, l'automobile, les skis flottants, la calculatrice, le roulement à billes, l'hélicoptère, le deltaplane, le métier à tisser mécanique, la machine à carder, la machine à polir les miroirs, le parachute et la bicyclette qui a été contestée. Dans une grande halle se trouvent réunies plusieurs maquettes de différents engins imaginés par Léonard. Cette halle se trouve à Château du Clos Lucé, dans la ville d'Amboise, Indre et Loire en France, qui a été restaurée pour les visites. C'est d'ailleurs à cet endroit que Leonardo da Vinci a vécu ces dernières années. Le musée des sciences et des techniques Léonard de Vinci à Milan expose une grande quantité de dessins et de maquettes. Revenons sur quelques de ses inventions phares. Le parachute. Leonardo da Vinci est le premier à concevoir scientifiquement un projet de parachute à l'usage humain, pendant qu'il était encore à Milan à la cour de Ludovico. Entre 1485 et 1502, il a imaginé un parachute pyramidal d'environ 7 mètres de côté et de hauteur, dont la voile est maintenue ouverte par un cadre carré en bois. Dans son registre de notes, Leonardo note qu'avec son dispositif, il est possible pour tout le monde de sauter d'une hauteur quelconque sans danger. Mais c'est en 2008 que le parachutiste suisse Olivier Vietti-Tepa a pu sauter avec une réplique du parachute de Leonardo qui a été largué à une altitude de 650 mètres. Il a pu atterrir sans aucune difficulté. Le char d'assaut. Dans son parcours, on remarque également que parmi les inventions de De Vinci, il y a un croquis tout imaginé des machines de guerre. En effet, vers 1500, Leonardo se présente devant le duc de Milan Ludovic Sforza, responsable de la défense de Milan contre les Français, avec un croquis d'une machine en forme de cône blindé, équipée d'armes et qui a une capacité de déplacement estimée à 360 degrés. Malheureusement, sa machine de guerre figure parmi ses inventions jamais construites. Toutefois, il reste le précurseur du char moderne. D'après son croquis, le véhicule devrait être dirigé par 8 personnes, par un système de manivelle qu'ils actionnent pour alimenter les roues. C'est seulement 400 ans après, c'est-à-dire durant la Première Guerre mondiale, que le char blindé est devenu une arme redoutable en guerre. L'automobile. Leonardo est également présent dans les transports. Il révolutionne l'industrie automobile en inventant son propre prototype de tricycle à ressort. Inventé vers 1478, le prototype représente une structure carrée en bois et en métal composée de 2 gros tambours qui assurent chacun la rotation d'une roue motrice. On le nomme la Fiat de Léonard de Vinci. Cette invention, dont il existe une maquette fonctionnelle depuis 2004, est considérée comme une des plus anciennes automobiles de l'histoire. Il s'agit d'une mécanique basée sur les principes de l'horlogerie. Léonard de Vinci l'avait créée afin de divertir les invités lors de fêtes données dans le Grand-Duché de Toscane. Le roulement à billes. Lors de son séjour à Milan, Leonardo a également mis au point un objet mécanique dont le potentiel s'est révélé 5 siècles plus tard, le roulement à billes. C'est un objet capable de diminuer les frottements grâce à des billes libres. Encore une fois, cette idée n'a pas dépassé le stade du croquis. Mais en 1907, l'ingénieur suédois Sven Wingquist réussit à mettre au point un roulement robuste permettant d'améliorer les performances des machines textiles de son employeur. Un essai qui va être le tout premier pour l'œuvre de Leonardo. Le scaphandre. Léonard de Vinci a été le premier à trouver un moyen de rester longtemps en apnée. On le nomme l'ancêtre du scaphandre à casque. Il a imaginé une combinaison de plongée équipée d'un masque et qui, par le biais d'un tube venant de la surface, amènerait l'air au plongeur. Évidemment, tout ça n'est que théorique. Mais cette technique était inutilisable, puisqu'au-delà d'1,30 m, le plongeur ne peut plus respirer. Il a oublié de prendre en compte un paramètre, la pression. Au-delà d'une certaine profondeur, bien que minimale, la cage thoracique humaine n'a pas la force de vaincre la pression exercée par l'eau. Un bien malheureux échec. L'ornithoptère. Après avoir étudié le vol des oiseaux, une étude qui l'a beaucoup inspiré,
Le mouvement des ailes de l'oiseau ainsi que la fonction et la position des plumes, Léonard de Vinci a tenté de reproduire ces mouvements de battement en mettant une machine activée par la force musculaire humaine, l'ornithoptère. Le nom de l'appareil vient du grec oiseau et ptéron aile. Malheureusement, il n'a jamais réussi à faire voler sa machine car elle demandait trop de force physique et l'énergie musculaire humaine. Mais l'ornithoptère a ouvert la voie pour l'hélicoptère moderne, une très généreuse idée. Les écuries automatiques. Sous l'impulsion du duc Ludovic Sforza, Léonard de Vinci, le célèbre peintre, met en œuvre un projet d'écurie automatique savamment pensé. L'attente du peintre, dans son manteau d'architecte, était d'automatiser les écuries du duc de manière à ce qu'elles soient autogérées. En effet, l'un des objectifs était que le purin s'évacue tout seul par le truchement des rigoles et réseaux souterrains. Le foin conservé à l'étage devait descendre de manière autonome dans les mangeoires. Et en ce qui concerne les abreuvoirs, ils seraient irrigués au moyen de pompes à eau provenant d'une rivière. Il fallait rendre les écuries capables d'accueillir 128 chevaux avec 4 rangées de 32 box. Le robot. Intitulé Chevalier mécanique, son robot est un automate humanoïde conçu à l'occasion de festivités organisées en 1495 à la cour de Milan par Ludovic Sforza. Revêtu d'une armure médiévale, il pouvait exécuter plusieurs types de mouvements, comme se tenir debout, s'asseoir, bouger les bras, ouvrir et fermer la mâchoire, et dont l'ensemble était actionné par un système de poulies et de câbles. Grâce à un mécanisme de percussion placé en haut du torse, sa bouche émettait également des sons. Les proportions anatomiques de son chevalier s'inspiraient de ses recherches relatives à l'homme de Vitruve. Léonard de Vinci aurait également construit un lion mécanique présenté à la cour de François Ier en 1515 pour amuser et impressionner le roi. La calculatrice. Léonard propose un prototype de calculatrice mécanique. Son invention contenait seulement 16 touches et 10 dents à rouage. Notez que cette idée lui est venue seulement après que les Grecs aient créé le mécanisme d'Anticythère, un calculateur analogique qui était utilisé pour prédire les positions des astres et des éclipses. Son invention est apparue 1600 ans après celle des Grecs. Un sacré coup de temps. Les documents importants de son existence. Codex Atlanticus. Recueil de dessins et de notes daté de 1478 à 1518. Rassemblé en 1119 feuillets de grand format, celui d'un atlas d'où le nom. Il ressemble les principales études techniques de Léonard de Vinci. On y trouve de nombreux engins hydrauliques pour le transport ou le pompage de l'eau. Y figure également un pont démontable destiné aux militaires, tout comme le fameux char d'assaut. Une simple esquisse évoque l'idée étonnante de flotteurs pour marcher sur l'eau. C'est également dans ce document que se trouvent réunis les dessins de machines volantes, planeurs et vis aériennes et les études de vol des oiseaux. Le Codex Atlanticus se trouve actuellement à la bibliothèque ambrosienne de Milan. Codex Leicester. Ensemble de 18 feuilles pliées en deux et écrites en recto verso, et donc constitué de 72 pages. Rédigé en écriture spéculaire de gauche à droite, que l'on peut lire à l'aide d'un miroir, il récapitule des observations scientifiques dans plusieurs domaines. Léonard y explique la présence de coquillages fossiles en montagne par le soulèvement du fond de la mer dans le passé. L'eau recouvrant la surface lunaire expliquerait la réflexion de la lumière solaire. S'y trouvent également des observations sur les mouvements des fleuves et des rivières et sur l'érosion qu'ils engendrent. Bill Gates l'a acheté en 1994 pour 30,8 millions de dollars. Chaque année, il est exposé dans un pays différent. Codex de Madrid 1 et 2. Découvert en 1966, il contient des dessins de multiples mécanismes précisément décrits. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Dites-nous aussi en commentaire ce que vous pensez de ce grand monsieur qui a marqué l'histoire et qui a pu laisser son empreinte un peu partout. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo sur Cultination.